Vous écoutez Radio Air Libre, 87.7 sur la fréquence modulée dans la région de Bruxelles-Capitale. Vous pouvez également nous entendre en formant le www.radioairlibre.be. Dans la série Les Maudits, en espagnol Los Malditos, nous aurons l'occasion aujourd'hui de parler d'une période particulièrement dure pour l'histoire de l'Espagne, à savoir l'époque du franquisme. Pour ce faire, j'ai invité aujourd'hui Gustavo Cortés Bueno, qui est réalisateur, scénariste de films, producteur. Ses activités se sont concentrées dans la réalisation de documentaires concernant l'art au début de sa carrière, et puis par la suite consacré surtout à l'histoire et à l'actualité. Dans le domaine de l'histoire, il s'est penché plus particulièrement sur la guerre d'Espagne, sur l'époque franquiste dont il sera question ce soir, sur l'histoire de l'Europe également. Il a réalisé également un documentaire sur les séfarades. Dans le domaine de l'actualité, on lui doit entre autres un documentaire sur la Tchétchénie appelé Loin de la guerre, qui date de 2006, un autre consacré aussi à la guerre d'Irak, appelé Irak en attendant la guerre. Et sa méthode consiste essentiellement à traiter de sujets parfois et même souvent très sérieux en partant de la vie quotidienne sur un mode assez, je dirais, ironique, un peu sarcastique, en n'hésitant pas d'utiliser le mode, je dirais, des blagues. Dans le domaine de la fiction, il est l'auteur tout à fait récemment d'un scénario intitulé Dernier Round, consacré à l'immigration, qui a reçu maintenant, et il va recevoir incessamment le prix Charles Spaak pour récompenser son œuvre. Alors, je propose d'aborder l'émission de ce soir en 3 temps. Ou plutôt en 2 temps. Dans un premier temps, je vais interroger donc Gustavo Cortés Bueno sur la guerre civile pour qu'il nous permette de mieux comprendre le documentaire dont il va être question. Donc dans un premier temps, je vais lui demander d'expliquer un petit peu quels ont été les enjeux de cette guerre civile, de nous parler un petit peu de la situation de l'Espagne dans les années 30. Et dans un deuxième temps, alors, nous pourrons aborder, je dirais, le plat principal de cette émission, qui est un film, un documentaire intitulé « Quand Franco est mort, nous avions 30 ans ». Il s'agit d'un film qui date de 2005 et qui a été présenté sur France 5. Donc, première question que je vais poser à notre invité, donc Gustavo Cortés Bueno, c'est de resituer peut-être historiquement les origines du franquisme et de replacer un petit peu en perspective le film dont il nous parlera tout à l'heure. Voilà, donc c'est les années 30 qui nous intéressent ici d'une manière globale pour pouvoir comprendre le film ensuite. Voilà. D'accord. Bonsoir. Les années 30 en Espagne, c'est des années bouleversantes pour plusieurs raisons. D'un côté, c'est l'enjeu politique international, c'est quelque chose de très important, mais aussi quelque chose de très espagnol. C'est que pour nous, la guerre civile, que c'est la fin des années 30, les 36, c'est vraiment son origine, il faut le trouver un siècle avant. Ça veut dire pendant les périodes de la Révolution française. Nous avons raté une révolution, la Révolution française, et à partir de ce moment-là, Espagne s'est divisée en deux. D'un côté, c'est les fédéralistes contre les unitaires
aussi les progressistes contre les conservateurs, le laïcisme contre les religieux. C'est pour ça que toujours il a existé pendant 150 années presque deux Espagnes. C'est quelque chose que Machado nous a parlé dans un poème, qu'on parle les deux Espagnes, mais on ne parlait pas seulement des années 30, sinon à partir de 1800, que c'est déjà une fracture dans notre pays. Non? Quand arrivent les années 30, c'est un pays que déjà nous avons vécu environ de 20 coups d'État. Non? Et c'est aussi la Deuxième République qu'on essaye de la placer. Et où nous avons vécu pendant un siècle et demi avec la monarchie des Bourbons, que c'est la pire que nous avons eue et qu'aujourd'hui elle existe encore. Mais bon, aujourd'hui c'est autre chose. Non? C'est pour ça que à ce moment-là, l'Espagne s'est divisée en deux. La monarchie et d'autre côté aussi les républicains. Mais les républicains c'est quelque chose de très large. C'est d'un côté le laïcisme, mais aussi un laïcisme très intellectuel. Mais aussi c'est les socialistes, les anarchistes et le début du communisme. C'est ce moment que l'Espagne est devenue un peu le champ de bataille de l'Europe, non? La révolution de la Russie, il arrive chez nous avec toute la force du monde. La République aussi, la République, c'est un peu les idées de la Révolution française qui s'arrivent chez nous trop tard, mais il arrive finalement, non? C'est pour ça que pour toute l'Europe, nous sommes ces premiers pays où va éclater le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et d'un côté, tu vois que Hitler même, c'est l'année 30 quand il commence déjà à avoir le pouvoir en Allemagne, et Mussolini aussi, ils se mettent à côté de la monarchie et aussi de l'extrême droite, non? Et de l'autre côté, c'est la Russie. Jamais il a participé dans la guerre civile dans les années 30 de manière très active, non? Seulement à la femme, non? Mais bon, il a inspiré à les partis socialistes à ce moment-là, qu'après il aura une incision, il devient le parti communiste, non? Et il a mis l'Espagne des côtés qui sont toujours en face, toujours prêts pour se battre, non? Eh bien, les années 31, il a eu un coup d'État de Primo de Rivera. C'est un coup d'État que, au niveau historique, c'est bouleversant, parce que seulement les républicains ils sont contre eux, et les socialistes ils ont accepté qu'il faut mettre l'ordre dans la vie, et finalement, un an plus tard, le même roi, il a décidé de faire des élections municipales, pas les élections générales, et c'est le moment qu'ils sont arrivés, la République, les républicains. C'est en 1913, le roi. Oui, c'est ça. Ouais. Ils sont arrivés au pouvoir. Ce moment-là, c'est merveilleux parce que c'est la plupart des républicains, ils sont des intellectuels de l'époque. C'est Machado, c'est Unamuno qui sont acceptés participer dans les listes des candidats républicains. Et en même temps, c'est les socialistes, les deux partis socialistes, bon, c'est un seul parti, mais les deux visions du socialisme ensemble, et aussi les anarchistes, ils ont accepté qu'il faut participer, pas dans les élections, mais donner son appui à la République. Non? Et à ce moment-là, il y a déjà les communistes aussi, non? Les communistes, le parti communiste se va créer dans la genèse des socialistes. Ah, d'accord. Voilà. Le parti socialiste, c'est vraiment puissant, mais il a eu deux visions. La vision de Largo Caballero et que c'est un peu plus proche à ça qu'aujourd'hui on comprend comme communisme. C'est inspiré pour la révolution de 18, non? Et après, ça qui s'appelle les socialistes plus rationnels, non? Qui sont un peu la social-démocratie. Un peu, j'exagère, parce qu'à ce moment-là, il n'existait pas la social-démocratie, mais bon, ils sont plus modérés, non? Ils sont plus placés dans les grandes villes,
Et dans l'industrie, c'est pour ça que finalement, quand ils sont arrivés dans les années 30, le Parti socialiste, la genèse du Parti socialiste, c'est Santiago Carrillo, c'est le président de la genèse du Parti socialiste. Ils ont décidé de quitter le Parti socialiste et créer le nouveau Parti communiste. C'est pour ça que c'est un peu... Mais à cette époque-là, le Parti socialiste, c'est aussi UGT, c'est aussi Comisiones Obreras, viendra un peu plus tard, mais c'est toute la gauche ensemble, non? Ça qu'aujourd'hui on comprend pour gauche, socialiste, communiste, non? Et les anarchistes sont aussi un pouvoir si important, non? La réalité d'Espagne, c'est que c'est un pays environ de 26 millions d'habitants. À cette époque-là, non? À cette époque-là, non? Oui. C'est d'un côté très moderne, mais d'autre côté, c'est très pauvre, non? C'est un pays que la moitié de la richesse de l'Espagne, surtout des agriculteurs, les propriétaires sont 200 familles. Seulement, ils sont tous habités, qui en habitent à Madrid, non? Mais par contre, les 80% de la population travaille dans la campagne. C'est pour ça qu'ils sont presque l'esclavage, non? Aussi des personnes qui ne sont pas les droits à lire un alphabet, non? Ils sont environ les 70% de la population. Et dans les villages, les 60%. Dans la campagne, les 89%. Bon, 90%, non? Ça veut dire que c'est une situation difficile à soutenir, non? Mais le pire, c'est que l'éducation, à cette époque-là, c'est géré pour l'Église. L'Église, il a eu, à ce moment-là, sont des chiffres plus ou moins, je peux me tromper pour les mémoires, non, mais environ des 120 000 religieux, entre prêtres, moines, ou tout ça, non? Tous les religieux, 120 000. C'est pour ça que ils sont un peu kidnappés, l'éducation, et sont les propriétaires de la raison, les propriétaires de l'intellectualité, non, à cette époque-là. Donc, il y avait au fond des grands propriétaires qui possédaient la terre, les outils de travail, tandis que les prêtres étaient propriétaires de la pensée, c'est ça? C'est ça, voilà. Les propriétaires de la pensée. C'est pour ça que l'arrivée de la République, il a fait peur à l'Église parce que la République, il a duré environ des 5 ans, c'est le 31 jusqu'au 36. Il a eu 3 gouvernements différents. Le premier gouvernement, c'est républicain. Le deuxième gouvernement, c'est un peu de la droite. Bon, c'est la droite, non? Mais ça restait 1 an et demi, pas plus. Et puis, c'est quand il a eu de nouvelles élections pendant la République, et c'est les Fronts populaires qui sont tout ensemble, toute la gauche et tous les républicains, ils sont arrivés à avoir élu pour la majoritaire des Espagnols à cette époque-là, non? Mais le premier gouvernement républicain, que c'est Azaña aussi le président, la première chose qu'il a fait, c'est créer environ de 20 000 écoles en Espagne. C'est pour ça que l'Église, il a commencé à paniquer en disant « Oh là là, nous avons perdu maintenant les monopoles de l'éducation, de la pensée. » Et aussi, il a fait une loi que jamais il a rentré en vigueur, de l'interdiction de l'Église d'être les monopoles de l'éducation. Non? Je voudrais peut-être rappeler le centenaire qui a été célébré l'année passée à la suite, je dirais, de la condamnation à mort de Francisco Ferrer Guardia, qui s'est battu justement contre le cléricalisme, oui. En Catalogne, où il avait créé l'école moderne, oui. Et justement, dans le domaine de l'enseignement, il était vécu comme très dangereux, et c'est l'origine, oui. En fait, de sa condamnation. Oui, oui. De fait, la guerre civile espagnole, l'Église, il a joué un rôle très, très, très important. Probablement, c'est la seule raison de pourquoi ça a déclenché la guerre. Bon, il y a beaucoup de raisons, parce que c'est une guerre très complexe, non? Mais c'est l'Église qui l'a poussé à tous les militaires
il a essayé il a sorti les grands profits, non? Mais c'est aussi l'Église, l'Estament qu'il a eu plus de peur pendant la République, non? C'est pour ça que ils sont condamnés. Je me souviens que les premières, pendant la guerre civile, les premiers condamnés à mort, ils sont des professeurs. Et de fait, on parle d'environ de 20 000 professeurs qui sont tués pendant la guerre civile et après la guerre civile. Ils sont des chiffres parce que le problème en Espagne à cette époque-là, c'est qu'il n'existait pas les archives et les historiens, ils sont toujours aujourd'hui même, en train de débattre combien c'est les morts, combien sont les victimes. C'est difficile à savoir, non? Mais d'autant plus, nous en parlions hors antenne tout à l'heure, que la loi proposée, qui a été votée sous le gouvernement de Zapatero concernant la mémoire de la guerre civile, a suscité beaucoup d'opposition et qu'on a vu des tenants de l'ordre ancien s'opposer à ce que l'on ouvre les charniers tout à fait récemment. Donc c'est très très récent ça. Oui. Pourquoi la mémoire, même maintenant ça fait 70 ans après, ne parvient même pas, la cicatrisation n'est pas encore faite. Alors il y a 2, voire parfois 3 générations parfois. Oui. Je parle pour les plus vieux évidemment, hein, donc il y a encore des gens qui sont vivants, mais ils sont quand même de moins en moins nombreux par définition. Probablement jamais on va récupérer la mémoire en Espagne. Je suis certain. Et pour une raison très simple. Jamais il a assisté la rupture entre la dictature et la démocratie. Le problème, c'est que nous avons fait quelque chose, nous sommes très fiers, aujourd'hui pas, de ça qu'on a appelé la transition. C'est le passage de la dictature à la démocratie. Sans faire aucun jugement. Hein. Le problème, c'est que la démocratie, c'est la suite de la dictature, c'est quand c'est le père et son fils. Hein. C'est les mêmes personnages qui sont passés, ils ont changé de chemise, c'est ça qu'on a toujours, nous avons dit à cette époque-là. Et le roi, il était le fils, le bien-aimé de Franco. Et aujourd'hui, c'est les grands-pères de tout le monde chez nous. C'est pour ça que on peut pas, c'est difficile à parler de la mémoire, surtout parce que tout le monde il a participé dans le franquisme. Ils sont 40 ans de dictature. Et moi, je suis... Ça, ce sera peut-être l'objet de la deuxième partie quand on parlera de votre film. Hein, parce que sinon, on anticipe un peu trop. D'accord. Donc, je propose de poursuivre sur la guerre civile. Oui, ok. Mais la guerre civile, finalement, c'est un champ de bataille pour toute l'Europe. C'est tous les grands problèmes à ce moment-là. Et la situation économique, comme je viens de vous dire, c'est vraiment catastrophique. Aussi, l'éducation, c'est vraiment catastrophique. Mais c'est notre tradition. C'est une tradition d'un siècle. C'est toujours un pays divisé en deux. Non? On se trouve aussi à ce moment-là que la révolution soviétique, la révolution qui vient de la Russie, c'est quelque chose qui a bouleversé tout le monde. C'est des idées merveilleuses. On peut changer le monde, non? C'est pour ça que la droite, il a eu beaucoup de peur. Hein? Ils sont toujours parlé de bientôt viendra les communistes, non? Bientôt ils seront là. Au montant, la gauche ou les républicains, que les républicains ils sont ça qu'aujourd'hui on peut parler les libéraux, hein? Avec un concept très intellectuel, non? Mais les républicains et les socialistes ils ont dit la même chose sur la droite. Déjà ce n'est pas la monarchie. De fait, Alphonse XIII, c'est vrai que quand il est parti, personne il a pleuré pour lui, ni la droite ni la gauche. Maintenant, c'est fini les rois, non? C'est fini la monarchie pour nous. L'histoire, c'est que la gauche, il a eu peur aussi de Hitler
et de Mussolini, qui sont bien participés dans la guerre, qui sont munis des avions, et des soldats pour se battre. Oui, voilà, à Guernica. Guernica, on les connaît après, parce que toujours ils ont parlé que Guernica c'est la gauche, finalement. Le tableau de Picasso qui c'est ça. Mais jusqu'à cet événement dramatique. C'est ça, mais pendant les premières années, on a dit toujours, non, c'est les communistes qui sont bombardés la Guernica, non? Et pire que Guernica c'est le symbole pour Picasso, mais pire que Guernica c'est Lleida, c'est au sud de Barcelone. Là, c'est les premiers bombardements qu'ils ont faits contre les civils. Parce que la différence, c'est que nous, c'est le champ de bataille, parce que jusqu'à présent, la guerre, c'est toujours quelque chose que je déteste beaucoup. Je pense que tout le monde. Mais la guerre, finalement, ils sont des soldats, des combattants, des droites, des gauches, des révolutionnaires, des pas révolutionnaires. On se tue entre eux. Non, on va se tuer. D'accord. Mais c'est la première fois dans l'histoire européenne que les cibles des militaires, c'est la population civile. Parce qu'il faut faire peur à la population civile, hein, et comme ça on peut gagner la guerre. C'est pas tuer des combattants, c'est pas de tuer à des autres militaires, sinon la population civile. Et la première bombardement qui sont faits, c'est contre la population de Lleida. Ça, il a fait après Hitler. C'est Hitler même qui a bombardé Lleida. Bon, les avions nazis qui sont aidés à Franco. Non, ça veut dire il a devenu un laboratoire pour essayer les nouveaux bombes, les avions et tout ça, mais aussi pour la peur que nous avons eue. Bien sûr, les Français, les Britanniques, ils ont joué avec l'Espagne pour voir que faire, qui peut venir après. La France, il a eu peur. Ils sont décidés. Bon, oui, et puis alors, justement, du côté des brigades internationales dans lesquelles se sont engagés un certain nombre d'Européens, voire d'Américains, est resté dans les mémoires un petit peu comme un épisode un peu romantique, je dirais, hein, puisqu'on y trouve des écrivains comme Hemingway, comme André Malraux, voilà, qui a relaté justement son combat, entre autres à la tête d'une escadrille à la bataille de Teruel. Hein, voilà. Et donc, la présence de ces intellectuels a permis de populariser également, mais aussi peut-être de mythifier, d'en faire une certaine légende un peu romantique. Enfin, romantique, même si l'arrière-fond est dramatique, hein, horrible, hein, mais chez les intellectuels européens, ces brigades internationales ont été un petit peu la bonne conscience de l'Europe hein, face à ce drame qui se passait à ce moment-là, pour dire, mais on était quand même là. On sait très bien que voilà, ce qui s'est passé, mais je crois que c'est important de dire qu'ils ont servi de bonne conscience pour la classe, pour les intellectuels, les artistes en Europe et même aux États-Unis. On parlait d'Hemingway. Oui. J'ai fait un film il y a longtemps sur la brigade Lincoln, parce qu'ils sont venus avec Woody Allen à Barcelone. Je l'ai rencontré, moi avec 3 personnes, nous avons fait un peu de guide à Barcelone. Et finalement, on a tourné un petit film entre nous. Et tout le monde a dit la même chose. Quelqu'un nous a triché. Je ne sais pas qui. Mais nous sommes personnes utilisées. On s'est battu parce que nous croyons dans la gauche, dans la démocratie, mais les pays nous sont utilisés pour pas participer. Parce que la France, plutôt la France, mais aussi aux États-Unis, ils ont dit, voilà, on envoie des brigades internationales, c'est comme ça, on peut dire que nous avons participé. Mais certainement, la lâcheté de la plupart des pays a permis l'arrivée de Franco. Il a permis que Franco, Hitler et Mussolini, les 3 ensemble, ils ont gagné la guerre. Non. D'autant plus là, il y avait une position assez ambiguë et faiblarde, si je puis dire, en 1936 du gouvernement français de Léon Blum, hein, puisqu'il y avait également un front populaire en France à ce moment-là. C'est que surtout, il ne fallait pas effrayer
la droite française en aidant justement les républicains espagnols. Oui. Donc là, ce sont des éléments de politique intérieure qui ont Oui. guidé la politique extérieure de la France à ce Oui, moment-là. oui. Hein, ça c'est clair. Hein. C'est Voilà. vraiment difficile quand tout le monde attend la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui. Hein, et tout le monde sait que participer dans les côtés espagnols, soit à côté de la République, à côté de Franco, c'est une implication que finalement on va payer un peu plus tard. Oui. Certainement, je peux comprendre de manière rationnelle, non, Oui, bien pourquoi ils sont agis Bien comme sûr. ça, Blum et aussi des autres politiciens Ils étaient en importants. difficulté sur Oui. le plan intérieur, hein, parce qu'il n'est pas resté très longtemps, Blum, Oui. au pouvoir, finalement. Mais malheureusement, les problèmes, je crois, qu'il a fait la France, l'Angleterre et tous les pays, c'est quand ils ont décidé d'interdire l'arrivée des armements de dehors, disons, de la Russie, de l'Allemagne, de l'Italie, en Espagne. C'est un accord qui sont arrivés, un accord faux, non? Et ça veut dire, on ne va pas intervenir dans la guerre, mais on va empêcher que quelqu'un peut les vendre des armements. Bon, mais c'est pas vrai. Ça a empêché que la République, jamais elle a eu la possibilité d'acheter des armements aux États-Unis, non plus à la Russie. Finalement, ça c'est seulement au début de la guerre. Mais Franco, il a reçu des armes de l'Allemagne et de l'Italie pendant toute la guerre, non? Et par contre, la France, jamais il a arrêté un seul bateau, non plus les Britanniques. Ça veut dire que, bien, je comprends que intervenir de manière active dans la guerre, c'est quelque chose de très dangereux qu'un pays doit bien réfléchir, mais ils sont aidés, en certaines mesures, à que l'Allemagne et Mussolini, ils sont aidés sans aucun problème à Franco, et par contre, non. Dans l'imaginaire, je dirais, de nouveau des Européens, enfin plutôt des intellectuels, c'est quand même la guerre d'Espagne est liée à quelques images, je crois, et quelques légendes aussi particulières. Je pense en particulier à la fameuse bataille de l'Èbre. Hein. Je pense aussi à la fameuse colonne d'Urruti, Oui. le personnage légendaire aussi de la Passionnariat. Je crois que dans l'esprit des gens... Et alors je pensais aussi, en vous écoutant ici, au beau film de Ken Loach, Freedom, où on voit le conflit, alors aussi, entre communistes, entre d'une part les staliniens qui veulent détruire les trotskistes, et le POUM, le Parti ouvrier unifié marxiste. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de cet aspect des choses où justement cette guerre civile n'a pas servi seulement de champ clos entre le fascisme d'un côté et d'autre part les républicains comprenant des démocrates, des anarchistes, des libéraux et d'autre part les communistes, mais au sein même du communisme, ça a servi de champ clos de conflit entre les staliniens et les trotskistes aussi, parce que c'était une guerre civile dans la guerre civile. Oui. Et ça, je crois que ça mérite d'être dit. Et les staliniens également contre les anarchistes, bien sûr. Oui. Donc, ils ont voulu prendre le pouvoir à ce moment-là, ce qui était quelque part suicidaire quand on connaît la suite, parce qu'ils faisaient le travail pour Franco. Oui. Voilà. Je suis aussi en train de faire un film sur Victor Serge, et que lui, il est vraiment proche, quelqu'un il s'appelle pas trotskiste, mais qui a vécu ces périodes de l'histoire espagnole, non? Et c'est vrai, c'est pour ça que pour moi c'est quelque chose de proche, non? Et la guerre civile espagnole, le début, c'est les républicains avec l'appui du Parti communiste, des partis socialistes, non? Mais c'est vrai qu'il n'existe pas, mais les fronts populaires qui ont gagné les élections, entre eux, il n'y a pas de... Ils sont des ennemis en montant, des amis parce qu'il y a quelqu'un qui on déteste encore plus, que c'est la droite, non? Oui, en fait, c'est l'application du célèbre adage « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». C'est ça. Et une fois qu'il arrive la guerre, quand notre pays, c'est un pays aussi étrange, c'est quand il a commencé la guerre entre eux. D'abord, les stalinistes ils ont décidé un peu tuer à l'épaule. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment un pouvoir important à Catalogne.
Les anarchistes, en mon temps, c'est la polémique de toujours. Si tu mets un anarchiste et un communiste espagnol, on sait tout entre eux, en disant c'est toi le coupable d'avoir perdu la guerre, non c'est toi. C'est tout. Toujours c'est la même histoire et ça continue ces discussions. Et c'est vrai que les anarchistes, quand ils ont aidé à secter ou pousser à la population à voter dans les élections, c'est parce que c'est une stratégie. Peut-être qu'on va arriver à avoir une guerre civile. Ou sinon, on va avoir d'abord tous les prisonniers, nous avons 2000 ou 4000 dans les prisons, et on va avoir probablement à Aragon, on prend quelques villages et on fait un nouveau royaume anarchiste, non? Ça veut dire que personne n'a pensé de créer la République. Seulement les républicains qui sont minoritaires et qui sont mais les seuls capables de mener les pays au niveau de l'économie, au niveau de la culture. Mais pour bien comprendre, alors les républicains, ils correspondent à quoi comme référence pour des Belges ou pour des Français? Aujourd'hui, des libéraux, oui. Des libéraux progressistes? Ils sont des progressistes, des libéraux progressistes dans le sens de qu'à ce moment-là, ils sont les plupart ils sont des intellectuels. Intellectuels, on peut dire un peu social-démocrates. Ils ne sont pas des conservateurs. Bon, ils sont décidés, pas comme aujourd'hui. On pense que la femme, il peut voter, mais pas tout de suite, sinon à partir de 40 ans, par exemple. Et on croit que tout le monde, il est droit le suffrage universel. Mais pour ça, il faut payer des impôts, non? Ça veut dire qu'ils sont des progressistes, des libéraux progressistes, mais la plupart ils sont des intellectuels, qui sont très européens. On parle de que notre avenir c'est l'Europe. Essayer d'être comme un pays comme la France, limité, d'accord. Et aussi, je ne dirais pas qu'ils sont anticommunistes à ce moment-là, non, mais ils sont en idée unitaire de l'Espagne, pas fédéraliste. Ça, mais bon, c'est des intellectuels. Tout le monde a voulu avoir un intellectuel dans son parti politique parce que c'est... Donc ils ont un petit côté jacobin, si je puis dire, s'ils sont un peu unitaristes contre le fédéralisme, c'est ça. Ils sont contre le régionalisme, c'est ça. Oui, mais finalement ils sont acceptés. Est-ce que le problème du fédéralisme et régionalisme chez nous, c'est très compliqué? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais finalement, c'est la République. C'est sûr. les républicains à Sagna il a fait et la boîte de Pandora sont les personnes qui ont ouvert la boîte de Pandora. Ils ont fait la constitution, l'autonomie pour la Catalogne, la Galice et les Pays Basques, Aragon aussi, et l'Andalousie. Le problème que c'est l'arrivée de le coup d'État, non, bon, il a empêché de rouler ou développer chaque autonomie. Mais à ce moment-là, ils sont déjà acceptés pour le gouvernement, les 6 autonomies qui sont vraiment pour faire un État fédéral, non? Même si les républicains, on croit qu'il faut faire, que c'est mieux avoir un État unitaire. Mais ils ont vu que probablement, mais pourquoi pas tenir en compte des éléments historiques. C'est pour ça qu'ils ont accepté le concept de l'autonomie. C'est les premières, non? Mais dans ce sens intellectuel, ils sont plutôt unitaires, non? Est-ce qu'on n'a pas vécu, pour revenir un petit peu à l'actualité, est-ce qu'en Espagne, on n'a pas vécu un peu comme une provocation? Il y a quelques années, je ne sais plus quand maintenant, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, la béatification par le pape de près de 200 religieux qui avaient effectivement été tués pendant la guerre. Mais pourquoi eux? Non, enfin, ça avait quelque chose d'un peu provoquant. C'était voilà, un retour en arrière pour dire voilà. Oui. Je voudrais savoir un petit peu quelle a été la réaction en Espagne quand ça s'est passé. Parce que bon, il y a les Espagnols catholiques conservateurs, mais enfin, je veux dire, il y a une Espagne progressiste, laïque. Comment c'était vécu cette béatification? Parce que c'était une béatification, je crois qu'il y avait près de 200 religieux qui ont été béatifiés, sauf erreur de ma part. Pour moi, personnellement, c'est une provocation.
Et je crois que pour beaucoup d'Espagnols, on pense comme moi, non? Oui. Mais l'attitude de l'Église, c'est toujours la même en Espagne. Ça veut dire, le problème, c'est que Franco, il a dit, voilà, c'est le paradis sur la terre, c'est l'Espagne. Et l'Église, il pense que c'est vrai. Hein? C'est quelque chose qui lui appartient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile. Un prêtre, un évêque espagnol, c'est toujours un peu moins développé qu'un Belge ou un religieux d'autres pays, non? Et par exemple, il y a quelques années encore, j'ai vu en Espagne, dans les églises, non, écrit sur un mur, hein, et avec des fleurs, les noms de tous les combattants de Franco qui sont morts dans la guerre, non? La dernière loi espagnole, il oblige à enlever tous les symboles de l'époque de la guerre. Mais l'Église, comme il est propriétaire de ses propres monuments, il refuse d'enlever tous les symboles, non? C'est un exemple de pourquoi, ils sont béatifiés à plusieurs personnes. Oui, mais ça continue. Ça, c'est le grand problème de l'Église espagnole, qu'il ne change presque rien, non? Et il a eu dans les années 78 un petit changement parce qu'ils ont eu peur, non? Mais après, ils sont revenus comme à l'avance. Je pense que oui. Et alors, il y a eu aussi, mais là je crois que c'est par le pape précédent, je crois que c'est par Jean-Paul II aussi, la canonisation de Escrivá de Balaguer, oui, hein, le fondateur de l'Opus Dei. Oui. Hein, et dans le film dont on va parler bientôt, hein, il est question à un moment donné de dire que après 1957, Franco a 65 ans, il devient un chef d'apparat, et il est dit dans votre film que les décisions sont entre les mains des technocrates de l'Opus Dei. Oui, oui. Je l'ai noté. Ça vous pourriez expliquer un petit peu ce que c'est que l'Opus Dei pour nos auditeurs? Waouh, l'Opus Dei. En quelques mots, oui. S'il a encore une place à l'heure actuelle ou si c'est une institution tout à fait surannée en Espagne. Ce serait intéressant. Quelques mots. Hein, oui, voilà. oui. Escrivá de Balaguer, c'est un personnage terrible, hein, qu'il a créé un empire en partant de la religion. C'est vraiment un secte religieux. Ce n'est pas, disons, une excision des chrétiens, ni rien. C'est un secte religieux. Et qu'il arrive à ces deux, ils sont tous catholiques. En quelle année ils fondent l'Opus Dei? Enfin, vers quelle époque? Et ça commence pendant le franquisme, bien sûr. Oui. C'est ça que vous Et si je ne me trompe pas, ils sont dans les années 50. Oui, oui. Voilà. Oui. De fait, il a créé dans son ancien village, le village qu'il est né, une grande église, c'est une cathédrale, c'est quelque chose de monumental, non? Et là, ils ont fait des cours, ils font des réunions entre eux, et ils sont vraiment quelque chose démodé, non? Ça veut dire que si ils sont d'un côté, c'est une grande famille, avec l'idée qu'il faut s'aider entre eux, non? Et bien sûr, ils sont l'Opus Dei, ils sont des personnes qui sont bien des milieux universitaires et qu'on essaie de placer dans tous les mondes de pouvoir, non? Dans tous les ministères, dans l'université même, à des personnages qui appartiennent à l'Opus Dei. Ils ne sont pas des prêtres, ils sont religieux dans le sens de qu'il y a des différentes catégories. Il y a une qu'on ne peut pas se marier, seulement doit travailler pour la œuvre, ça s'appelle, non? Ça veut dire pour la maison, hein, pour eux. C'est presque des degrés d'initiation. C'est ça, en fait, oui. C'est ça. Et finalement, ils sont en sorte de club, non? Pour ces deux, pour arriver au pouvoir, et finalement, ils sont un grand empire économique, non? Qui sont dans l'Église et qui ils sont dans le Vatican, et en Espagne ils ont un pouvoir très important, mais de fait aussi en Belgique, je pense qu'ils sont très bien placés et
il y a des personnages très connus, non? Et je pense que votre ancien roi, il était l'Opus Dei, ou sinon sa femme d'origine espagnole, non? Aujourd'hui la reine, non? Et c'est attesté, ça, ou parce que je l'ai entendu dire aussi, mais... Moi, je l'ai entendu dire, je ne suis pas... Parce que Non, jamais non, j'ai non, fait non, en recherche dans oui. l'Opus Dei, hein, mais c'est vrai que oui. J'ai entendu, en tout cas, que apparemment, le mari de la princesse Astrid, le prince Lorenz, là, l'Habsbourg serait très proche de l'Opus Dei. Oui. Moi, mais de fait, chez nous en Espagne, être l'Opus Dei, c'est quelque chose qu'on ne se cache pas. De fait, dans les gouvernements, le premier gouvernement d'Aznar, il y avait des membres 8 ministres de Aznar, ils sont de l'Opus Dei, non? Et dans les deuxièmes gouvernements, ils sont restés 4, non? Le ministre de la Justice, par exemple, il était très connu, non? Mais de fait, on parlait aussi de que dans les gouvernements socialistes, il y a eu 1 ou 2 ministres aussi qui étaient proches de l'Opus Dei, non? Qui sont aussi, parce que le Parti socialiste aussi, il y a des personnes chrétiennes, non? Et qui il n'y a pas le pendant du côté des francs-maçons, par exemple. Non, c'est toujours la chanson de Franco. C'est une question que je pose, hein. Non, oui. Non, mais je joue volontairement l'ingénu. Il a eu Azaña, le président de la République, il était franc-maçon, c'est quelqu'un... Azaña, c'est le premier président de la République espagnole. Oui. Il est maçon et de fait, il est très connu et qu'il a eu beaucoup de maçons dans le gouvernement, non, des différents, disons, issus politiques, libéraux et républicains, même socialistes, non. Mais après l'arrivée de Franco, le coup d'État de Franco, je crois que c'est fini la maçonnerie chez nous. Mais il a continué à combattre, en tout cas, parce que j'ai lu un ouvrage... je ne sais plus, c'est il y a 3 ans, qui s'appelle Franco y los masones, oui. Où on montre le rôle que Franco a eu justement par rapport aux francs-maçons, et je vous passerai le livre si ça vous intéresse, et il y a toute une série de documents où il est en conflit justement avec le gouvernement américain après la guerre, qui tient absolument à avoir l'Espagne dans l'OTAN pour des raisons géostratégiques évidentes au moment de la guerre froide. Et il y a eu un conflit à ce moment-là, parce que lui a une politique virulente contre la maçonnerie qui est liée au monde anglo-saxon. Enfin, c'est un véritable fantasme. Oui. Voilà, je vous écoute, hein, c'était une simple parenthèse. Non, oui. Non, l'histoire de la maçonnerie chez nous en Espagne, c'est très importante. Toujours, il était relié avec le progressisme, non? Je dis, quand je vous parlais avant de que nous avons un siècle de guerre en Espagne divisée en 2, toujours tu trouves de la maçonnerie dans les côtés des libéraux, les progressistes et tout ça. Il est une tradition très importante. Malheureusement, cette tradition, je pense qu'il était coupé pendant la dictature. De fait, être maçon, c'est quelque chose que c'est toujours la grande chanson communiste et maçon. C'est pour ça que ça fait peur. C'est les complots. C'est ça. Voilà. Et finalement, on a spéculé beaucoup de pourquoi Franco il était obsédé avec la maçonnerie. De fait, il y a des théories qui ont dit qu'il a essayé de rentrer dans la maçonnerie et toujours il était refusé. C'est pour ça que comme il est aussi un peu débile mental,